Bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue sur ce Facebook Live de l'AFFC. Avant de commencer en ce 25 septembre, je voudrais profiter de l'occasion pour souhaiter une bonne journée aux Franco-Ontariens et aux Franco-Ontariennes. Depuis lundi, nous avons organisé une série de panels de discussion mettant en avant les priorités qui sont ressorties du rapport de l'enquête pan-canadienne sur les priorités des femmes francophones et acadiennes du Canada, un rapport publié par l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Vous pouvez consulter le rapport sur notre site web à www.affc.ca. Vous pouvez également revoir les panels de discussion qui ont déjà eu lieu sur notre page Facebook. Aujourd'hui, marque ce dernier panel de discussion qui portera sur un des enjeux identifiés dans le rapport, soit le financement des organismes de femmes francophones. Je suis Soukena Boutieb, la directrice générale de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Et aujourd'hui, j'agirai à titre d'animatrice pour ce panel. Et j'ai l'honneur d'accueillir dans ce panel 3 femmes dont j'ai beaucoup d'admiration. Avant de vous les présenter, je voudrais rappeler aux gens qui nous écoutent aujourd'hui qu'ils peuvent également interagir avec nos panélistes et poser leurs questions directement sur ce fil de discussion. Avec nous aujourd'hui, nous avons Mona Odette. Mona est directrice générale de Pluriel au Manitoba. Elle possède une vingtaine d'années d'expérience en gestion, en alphabétisation et violences faites aux femmes. Elle est également la présidente du RESDAG. Elle fut également l'ancienne trésorière de la FCFA. Elle est également connue comme femme à tout faire. Hein, Mona? Oui, absolument. Alors, bonjour tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi. Merci à l'association de m'inviter. Je vais faire de mon mieux. Excellent. Merci d'être avec nous. Également, nous avons Marie Dussault. Marie Dussault est la présidente de l'organisme informel en Colombie-Britannique. Elle est travailleuse sociale de formation et possède une maîtrise en politique publique. Féministe, elle s'implique avec les groupes de femmes depuis plus de 30 ans. Marie fut également honorée comme l'une des 100 femmes remarquables à travers le Canada pour les centièmes de l'Alliance des femmes de la francophonie canadienne. Merci d'être avec nous, Marie. Merci, bonjour tout le monde. Et nous avons également Linda Cardinal, professeure émérite à l'Université d'Ottawa et directrice générale d'Amérique pour l'Agence universitaire de la francophonie. Linda Cardinal est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris, professeure émérite et ancienne titulaire de la chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l'Université d'Ottawa. Elle est reconnue autant au plan international qu'au plan national, entre autres grâce à ses nombreuses recherches. Elle fut également élue membre de la Société royale du Canada et elle a été faite chevalière dans l'Ordre des Palmes académiques de la République française. Merci beaucoup, Linda, d'être avec nous. Bonjour. Donc, aujourd'hui, comme on l'a dit, vraiment, la discussion, c'est concernant le financement des organismes de femmes francophones. C'est une des priorités qui est sortie du rapport. Et l'une des premières questions que j'ai envie de vous poser, c'est que depuis quelques années, on voit que le modèle de financement qui est mis en place par le gouvernement, souvent, c'est des modèles de financement qui est par projet, qui est privilégié par le gouvernement en opposition avec le modèle de financement de base. Pouvez-vous nous parler brièvement des réalités des organismes de femmes francophones et en nous expliquant vraiment en quoi consiste ce modèle de financement qui est très répandu, ce modèle de financement de projet? Je vais peut-être commencer avec Linda. Merci, Soukena. Évidemment, moi, j'ai une expérience de ces modèles qui est plus théorique que mes collègues parce que, bon, j'ai peut-être la chance de ne pas avoir à vivre ce modèle au quotidien. Il faut comprendre que ce modèle, ça renvoie à un certain type de développement social, c'est-à-dire une certaine conception du développement social par les gouvernements, notamment le gouvernement fédéral, souvent dans votre cas. Et c'est un modèle qui caractérise aussi le type de relation que le gouvernement souhaite avoir avec les groupes communautaires, des groupes comme l'Alliance. Donc, des groupes qui sont considérés comme des opérateurs du changement dans la société, des acteurs de l'innovation. Mais parce que ces gens-là, vous travaillez par projet, vous êtes considérés comme des acteurs qui produisaient du changement en un temps record. Hein? Vous êtes les architectes du changement, mais le financement par projet fait en sorte que vous devez constamment trouver des nouvelles idées, constamment changer de projet pour pouvoir obtenir du financement. Et souvent,
quand un projet fonctionne bien, on vous dit que vous ne pouvez plus le faire financer parce qu'il fonctionne bien, alors que ça pourrait devenir un point de départ dans une action plus structurante. Alors, c'est un mode de développement social très à courte vue, très électoraliste aussi, qui travaille avec des clientèles et qui ne permet pas de faire un développement social sur le long terme, parce qu'il y a déjà eu des programmes de financement à beaucoup plus long terme où là, le développement social privilégié ou la conception du développement social privilégié, c'était une conception où on travaillait avec les gens pour développer leur citoyenneté. Alors que là, dans le cas présent, vous êtes toujours obligé, presque 2 semaines après avoir reçu le projet, là, excusez la caricature, mais de démontrer les résultats que vous avez eus, les impacts que vous allez avoir. C'est des rapports sur rapports. Il faut constamment montrer comment on a utilisé l'argent. Et c'est là où on voit la logique plus utilitaire liée à ce type de développement social. C'est des types de fonctionnement qui sont beaucoup critiqués en recherche sur les financements communautaires et dans des milieux minoritaires où on ne peut pas se permettre justement de travailler seulement sur des petits projets parce que le développement qu'on veut faire en milieu minoritaire, c'est un développement sur le long terme. Le développement des services en français, l'appui aux femmes, ce n'est pas des mesures ou des enjeux qui peuvent trouver leur solution dans des petits projets ou dans des projets à très court terme. Alors, c'est ce que je vous dirais pour lancer la discussion. Merci beaucoup. Moi, je voudrais poursuivre justement sur le thème de la continuité dans des projets. Ce qui se passe, c'est que les associations peuvent présenter des projets qui fonctionnent très bien sur 1 an, sur 2 ans, mais après ça, il faut repenser à un autre projet. Alors, ce qui arrive, c'est que les clientèles qui sont desservies, qui bénéficient de ça, peuvent peut-être bénéficier du prochain projet, mais peut-être pas non plus. Alors, je pense à tout le tissu social. Puis les associations de femmes ont des mandats de regroupement de femmes. Et ces femmes-là sont souvent sollicitées aussi un peu partout dans la communauté. C'est des femmes qui peuvent faire du bénévolat ailleurs. Alors, les regroupements de femmes, souvent, c'est des endroits où elles peuvent se ressourcer, développer des aptitudes, vraiment se sentir plus intégrées dans la communauté en tant que femmes, pas juste en tant que mères, parce que souvent, le milieu scolaire, c'est un milieu qui les accapare, en tant que travailleuses à l'extérieur de la francophonie peut-être. Alors, tout au niveau du tissu social, ça, c'est une des choses. Autre chose aussi, moi, qui m'inquiète par rapport à ces financements de projets, c'est au niveau des ressources humaines. Alors, évidemment, les directions générales écrivent des demandes de subventions à chaque année, à tous les 2 ans là, pour des projets. Mais aussi, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas développer des expertises sur des sujets ou au niveau de certains enjeux. Et peut-être aussi que les personnes qui ont été embauchées pour le projet de cette année, ça peut être peut-être pas la meilleure personne pour le projet qui va être accepté dans 2 ans non plus. Alors, on est toujours en train de réembaucher des personnes. Alors, ça fragilise aussi tout l'aspect de la structure des organismes aussi. Et côté salaire, évidemment, quand on est toujours en train de refaire des projets, bien, on n'arrive pas non plus à offrir des conditions de travail où les employés vont vouloir rester parce qu'on est toujours un peu à la merci de ce qui se passe. Et une dernière chose, c'est aussi, Linda, vous en avez fait allusion, mais au niveau des enjeux ou des thèmes qui sont proposés par le gouvernement, ça, c'est basé sur des enjeux majoritaires. Alors ça peut souvent ne pas nous desservir. Alors, on se retrouve, supposons que cette année, on décide de travailler au niveau des femmes handicapées. On a déjà eu des appels d'offres pour des femmes qui ont de la surdité. Bien, dans nos communautés, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? C'est qu'on n'a vraiment pas tant de gens à desservir. Alors, est-ce qu'on manque cette occasion ou on trouve des moyens de travailler avec d'autres organismes? C'est très compliqué pour nous aussi. Merci. Oui, par projet, on peut en parler. On peut en parler longtemps. Alors, Pluriel est financé par projet. On a 13 projets. Les avantages, c'est que oui, on a plusieurs programmes et services. On a plus de financement. On a plus de résultats parce que les projets demandent des résultats. On peut payer notre personnel avec 2-3 projets. Ça nous permet d'avoir des gens qui travaillent 35 heures semaine. Écoutez, je suis tannée d'être innovatrice et créatrice. Voilà, à un moment donné, c'est que tu n'en as plus d'idées. Tu n'en as plus. C'est invente, invente, invente. Alors, les désavantages, beaucoup de travail, énormément de travail. On n'arrête jamais. On demande au personnel de performer dans un temps. Quand même que tu fais un projet de 3 ans, ça prend
6, 7, 8 mois avant d'être accepté. Les gouvernements s'attendent que tu vas avoir les mêmes résultats que si tu aurais donné l'argent immédiatement. L'essoufflement du personnel, il faut être clair. La perte du personnel, on a des personnes extraordinaires qui travaillent pour nous autres. Quand le projet est fini, on fait quoi avec eux autres? Ils se sont donnés corps et âme à des projets. Puis là, on le sait, ils ne continuent pas les projets parce qu'il faut toujours être innovateur. Alors, oui, ça fonctionne sur un côté, mais si on regarde tout le côté négatif de la chose, c'est toujours. Il n'y a pas de repos, il y a toujours des idées, il faut pas pousser. Puis il ne faut pas oublier par projet, c'est les résultats tout le temps. Alors, il faut toujours s'assurer que les résultats sont là. Puis, je ne parle pas des rapports, là. Les rapports financiers, des rapports à tous les 3 mois, il y a des bailleurs de fonds, c'est des rapports à tous les mois, etc. Alors, ça demande beaucoup de travail. Oui, on a du cash. Oui, on dessert la communauté, mais l'ouvrage va avec. Est-ce que je peux ajouter, Sukena, moi, une des préoccupations que j'ai par rapport à ce type de fonctionnement-là, c'est justement quand on parle des rapports. On fait beaucoup de rapports. Est-ce qu'ils sont lus? Et est-ce qu'il y a des suivis par rapport à ces rapports? Je me souviens, il y a plusieurs années, il y avait toujours ce qu'on appelait l'annexe F dans les projets. Et je m'étais demandé à un moment donné, ce serait bien d'avoir une étude sur les réactions au rapport, les suivis au rapport. Comment est-ce que ces rapports-là sont reçus par les fonctionnaires et comment est-ce que les fonctionnaires travaillent avec ces rapports pour préparer les prochains appels, les prochaines thématiques qui sont définies et jusqu'à quel point ces rapports-là permettent justement de voir que il y a des résultats, mais est-ce que ce sont des résultats structurants? Quand on a à travailler avec des programmes qui sont d'abord et avant tout pensés pour la majorité, en quoi est-ce que les résultats qu'on obtient, c'est des résultats qui, une fois qu'on les lit, permettent aux gens de comprendre qu'on a affaire à des gens qui travaillent dans un milieu minoritaire avec des besoins bien particuliers. Moi, du côté donc de la réception de ces rapports, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qu'on fait avec, parce que c'est pas la première fois que j'entends dans les milieux minoritaires, dans les groupes de femmes, entre autres, qu'on se pose la question toujours, mais est-ce qu'on les lit, ces rapports? Puis j'ai envie de faire un petit peu écho. Donc, Marie, tu as également mentionné quand des appels de projet sont mis en avant, c'est des appels de projet que des fois, ils vont juste cibler quelque chose de spécifique. Donc, la question, est-ce qu'il y a eu une éducation, même au-delà d'une éducation, mais est-ce que la population a été sondée pour s'assurer du pour et pour? Et je veux faire le lien également avec le panel de discussion qui a eu lieu hier sur la modernisation de la loi sur les langues officielles, l'importance de justement de prendre le temps de prendre le pouls de la population de qu'est-ce qui est prioritaire. Et ce qui me ramène à la prochaine question, c'est selon vous, si un gouvernement vraiment prend le temps de s'impliquer puis vraiment de financer concrètement les organisations de femmes francophones, quel serait vraiment l'impact à votre avis qui aurait lieu? Y aurait-il un impact? Ah ben, tout à fait, parce que c'est ça, une des difficultés qu'on a présentement, c'est qu'on n'a pas l'oreille du gouvernement. Pour parler de la loi des langues officielles, c'est un problème parce que, dans le sens que dans les demandes du fédéral, nos collègues non francophones, donc les anglophones, ont des obligations par rapport aux minorités de langues officielles dans leur communauté. Ben, j'aimerais bien savoir combien d'organismes francophones sont approchés par les non francophones lors de leur demande de subvention pour dire hey, on fait une demande, nous, dans ce secteur-ci, de quoi avez-vous besoin? Par contre, nous, on a des obligations de travailler avec le milieu non francophone. C'est la réalité, surtout ici, nous, dans l'Ouest. On n'a pas de langue au niveau des services en santé. Ça, c'est en Colombie-Britannique, des services en français, pardon. En Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, c'est très limité. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on doit souvent développer des partenariats. Alors ça, au niveau des langues officielles, je trouve que si le gouvernement fédéral se penchait là-dessus et réfléchissait sur qu'est-ce que ça représente pour nous, et puis plutôt que de demander aux non-francophones de s'assurer qu'ils font quelque chose, c'est souvent des traductions, mais qu'il y ait plus que ça, puisque nous, on doit le faire. Nous, on est toujours en train de s'investir. Si je peux me permettre de parler d'informel, nous, ce qu'on fait, c'est développer des services au niveau de la violence faite aux femmes, des services en français ici. Pendant 15 ans, on a géré une ligne d'écoute. Et
le problème de financement, c'est toujours la même chose. Donc, la ligne a dû se fermer. On n'arrivait pas à avoir un financement stable, entre autres à cause de la situation dans notre province. Mais toujours est-il que maintenant, on développe des services, on veut développer des services. Mais après 15 ans dans la communauté, au niveau des services en violence faite aux femmes, quand on est parti, qui a pris la relève? Qui s'est intéressé? Personne. Alors, c'est toujours nous qui faisons cette approche. Et puis ça, ce n'est pas quelque chose qui est pris en compte non plus parce que ça demande toujours à refaire. Tandis que, et c'est la réalité de minoritaire. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je vais rajouter quelque chose, c'est que souvent, on a des demandes de fonds justement par projet et les items choisis ou qu'est-ce qu'on doit répondre ne répond pas du tout à la communauté francophone. Alors, il y a souvent des projets qu'on va regarder et qu'on va dire, ça ne s'applique pas à nous autres. Ça. Alors, il y a peut-être des chances de développement de nos communautés francophones qui sont passées à côté parce que les bailleurs de fonds n'écoutent pas. Ouais. Ne vérifient pas non plus avec les groupes de femmes quelle sorte de projet qui serait vraiment le besoin. Le besoin, ils ne nous écoutent pas, c'est bien simple. Mais il faut qu'ils commencent à nous écouter parce qu'on connaît les besoins. Les groupes de femmes travaillent avec les femmes. On sait très bien, avec le rapport aussi de l'association, ça nous donne certaines réponses. Alors, il faut qu'ils nous parlent et qu'ils nous écoutent, le plus important. On est tanné de toujours innover, on est toujours tanné de lire des demandes de fonds qui ne s'appliquent pas du tout aux groupes de femmes. C'est le temps qu'on demande des changements, puis je pense qu'on peut le faire. Si on se met tout ensemble avec une voix commune, on peut le faire. Si je peux me permettre, juste parler par rapport à programmation et projets, encore, je pense aux femmes de l'Ouest. Il y a 2 provinces où les femmes n'ont toujours pas de fonds de programmation, donc c'est-à-dire un financement de base. Alors, si elles réussissent à avoir des projets, ça ne veut pas dire qu'elles vont continuer à avoir ce projet-là l'année d'après. Alors, on se retrouve avec des directions générales qui ont des petits salaires pour faire des demandes, pour avoir des projets. Et puis, avant qu'elles soient incluses dans une enveloppe de programmation de base, ça peut prendre beaucoup de temps. Alors, ça aussi, c'est que ça fragilise nos organismes. Il faut absolument, surtout les organismes de femmes, on semble avoir de la difficulté à comprendre qu'il y a des besoins pour les femmes de se rassembler, d'avoir une voix provinciale, d'être reconnues dans nos organismes. Et puis ça m'amène à parler un petit peu de ce qu'on appelle l'analyse comparative entre les sexes. C'est une obligation que le gouvernement fédéral a prise il y a plusieurs années de s'assurer que les répercussions là, des demandes des fonds qui sont distribués dans les communautés ont des impacts positif pour toutes les populations. Donc, on parle des femmes, évidemment, quand on parle de sexe, mais on parle aussi des femmes peut-être qui sont plus marginalisées, donc les femmes immigrantes, les femmes handicapées, les femmes pauvres. Alors, le gouvernement a pris cet engagement-là, mais c'est pas clair que ça s'applique soit quand le financement vient du fédéral, que les organismes qui ne sont pas des organismes de femmes comprennent ces enjeux-là et nous incluent. Alors, moi, ce qui me choque aussi au niveau de ce que je peux voir dans l'Ouest, c'est cette difficulté-là pour les organismes de femmes de se faire reconnaître comme étant une partie importante de la communauté francophone. Bien, nous sommes 55,2 %. Mm-hmm. Oui. Linda, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter sur ce point? Oui, ce que je trouve intéressant dans tout ce qui vient d'être dit rejoint des données que j'avais récoltées il y a plusieurs années et ça vaudrait la peine d'être refait. On s'était aperçu dans une recherche en 2005 que là où les groupes de femmes étaient reconnus par les organismes porte-parole, elles s'en tiraient beaucoup mieux que là où les groupes de femmes n'avaient pas cette écoute qui venait de la communauté même. Donc ça, c'est intéressant parce qu'en ayant cette reconnaissance de la communauté, ou en tout cas des organismes porte-parole, il y a un tremplin qui est créé tout de suite pour les groupes de femmes parce qu'elles sentent qu'il y a toute une communauté qui les appuie derrière. Alors ça, c'est vraiment très important et j'aimerais, moi, voir comment aujourd'hui, si ces données sont encore valables, parce que si c'est le cas, ça vaut la peine à ce moment-là que les groupes porte-parole s'intéressent à leur groupe de femmes et là où il n'y en a pas, qui essaient de susciter ces groupes. Et parce que là, on voit bien que les groupes porte-parole, eux, ont un lien direct avec les gouvernements, reçoivent des financements et comment est-ce qu'ils utilisent ce lien pour aider les groupes de femmes dans les milieux. D'autre part,
quand on regarde l'étude que vous avez lancée, on voit que les préoccupations des femmes francophones ne sont pas très différentes des préoccupations des autres femmes au Canada, sauf que le fait que ce soit des femmes qui vivent en milieu minoritaire qui ont ces préoccupations-là va venir teinter leur rapport à ces préoccupations. D'autre part, parce que ce sont des préoccupations déterminées par la majorité, on n'a pas non plus le choix, il faut s'insérer dans ces grands courants. Donc, si tout le monde a la santé comme un enjeu, c'est sûr que nous aussi, on va l'avoir, on nous l'impose presque comme enjeu, de la façon même dont le débat est structuré. On pourrait vouloir mettre l'accent sur les femmes immigrantes, mais ce n'est pas comme ça que sont orientés les programmes des gouvernements ou l'opinion publique de la majorité. Donc, dans la mesure où on reconnaît qu'il y a une préoccupation chez les femmes francophones pour la santé, bien là, il n'y a pas d'arrimage entre la loi sur les langues officielles et puis égalité femmes, ou en tout cas les programmes d'accès à l'égalité, de promotion des femmes, où on aurait une prise en compte de la réalité particulière des femmes en milieu minoritaire. Pourquoi? Parce que, bon, c'est des gens qui participent à des communautés. On a une représentation très folklorique, souvent, des femmes en milieu minoritaire. C'est elles qui vont beurrer les sandwichs pour le Parti libéral. C'est ça qu'on disait quand j'étais jeune. Alors que les femmes en milieu minoritaire, elles font un travail, mais de fond, absolument extraordinaire, non seulement dans la socialisation des enfants, souvent avec les conjoints et avec l'école, mais on le sait, les données le montrent que partout, les femmes ont encore la plus grosse charge de travail. Et elles font un travail gratuit en plus dans bien des secteurs. Et cette réalité, s'ajoute à cette réalité le fait qu'on est aussi en minoritaire des communautés d'accueil. On accueille des populations immigrantes. On a des gens avec des besoins particuliers, que ce soit en déficience intellectuelle, que ce soit en santé mentale. On a des personnes handicapées. En tant que société d'accueil, on a une réalité qui traverse l'ensemble des secteurs de la société. Et ça, ce n'est pas encore bien intégré. Et ce qui n'est pas bien intégré par les gouvernements, c'est le rôle particulier des femmes en milieu minoritaire, parce que souvent, c'est elles qui portent tous ces dossiers, pendant que les organismes porte-parole, c'est souvent des hommes qui sont à la tête, qui prennent les décisions, et eux, ils ont le pouvoir, mais c'est les femmes qui font le travail. Merci beaucoup pour vos commentaires qui sont honnêtement très, très pertinents et inspirants aussi. Puis j'ai envie de vous poser la prochaine question, plus aller dans vos recherches et vos expériences. Vu la situation actuelle de comment le financement est fait, est-ce que vous avez des moyens de comment vous fonctionnez ou des recherches qui démontrent une autre manière de contrebalancer ce système de financement qui existe présentement? Écoutez, les solutions, c'est pas évident en matière de recherche. Moi, je peux juste parler de mon expérience comme chercheur. Je ne sais pas si ça se transfère vers les groupes de femmes, mais ce que je vois aujourd'hui, on a intérêt à travailler ensemble. Je sais que c'est un mot qui est galvaudé, mais on a intérêt à mettre nos voix ensemble pour amplifier nos portées. Donc, quand on fait des partenariats, bien, l'Alliance dont vous êtes la directrice est bien placée pour ça. Quand on fait des partenariats, bien, d'essayer de mettre ensemble, faire du cofinancement, d'aller chercher des partenaires un peu partout pour pouvoir, comme je disais, amplifier notre portée, développer c'est sûr, on est pris avec des financements par projet, mais d'essayer de voir comment on peut peut-être mettre ensemble différents types de projets dans un plan d'action pour le financement qui fait que les groupes pourraient se relayer autour de projets. Moi, je vais en faire une partie, l'autre va en faire une autre. Enfin, moi, en tant que chercheur, c'est comme ça un peu qu'on fonctionne beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire de se mettre ensemble avec d'autres pour pouvoir aller mieux profiter des programmes et des types de financement. Évidemment, je ne vais pas nécessairement faire le transfert, mais je pense qu'il y a aussi une réflexion à faire, c'est-à-dire c'est pas en même temps à l'Alliance de trouver l'alternative, de trouver la solution. Vous savez ce que c'est qui est important pour les femmes, c'est d'avoir du long terme, d'avoir des projets qui sont durables dans le temps, qui permettent en plus de créer des emplois stables pour les femmes, puis de faire un développement, un véritable développement social. Donc, l'enjeu est vraiment d'inverser la logique au sein des gouvernements et de dire, mais quelle est votre représentation du développement social? Quel est le rôle pour vous des groupes dans le développement social?
arrêtez de nous voir comme une clientèle électorale. Et pourquoi nous, on est si ignorés, les groupes de femmes en milieu minoritaire? C'est parce qu'on ne représente pas une clientèle électorale très forte. On est là, le rapport le montre bien, c'est un rapport qui a été fait en vue d'une campagne électorale pour faire valoir la voix des femmes, mais on ne peut pas arriver et dire, ben, nous, les femmes francophones, on va tous boycotter les élections, ça va faire une grosse différence sur les voix. Peut-être que oui, dans certains comtés, peut-être dans certaines circonscriptions, si les femmes avaient plus conscience de l'importance électorale et politique de leur voix, peut-être que ça pourrait aider à des négociations. Mais même si, moi, dans mon travail, j'essaie de trouver des modèles, d'autres façons de faire en matière de financement qui seraient plus adaptés aux besoins des groupes en milieu minoritaire, je pense que le fardeau doit aussi porter sur les gouvernements. Les gouvernements doivent aussi faire la réflexion et se dire ce qu'on fait, ce qu'on exige et ce qu'on fait, la façon dont on conçoit les groupes minoritaires, est-ce que ça répond vraiment à leurs besoins? Est-ce que le type de développement qu'on fait avec eux est un développement qui est structurant pour eux? Merci. Oui, j'aime ça, ce que vous dites, parce que je vais faire un peu de pouce là-dessus aussi par rapport aux orientations du gouvernement. Donc, on veut attirer beaucoup d'immigrants dans nos communautés pour assurer la vitalité de nos communautés, des immigrants et des immigrantes, mais en même temps, on ne donne pas aux organismes qui vont travailler de près dans le milieu social par rapport justement aux besoins de se regrouper. Moi, dans mon cas, évidemment, en question de violence faite aux femmes, question de bien-être général. Ça revient souvent au niveau provincial, mais aussi c'est que je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact de ce que ça représente sur nos communautés et on nous outille pas on va faire des demandes, oui, de projets, mais il n'y a pas un supplément d'argent pour les réalités de tant d'immigrants, d'immigrantes qui arrivent dans nos communautés, puis aider avec l'établissement de ces personnes qui arrivent. Puis je trouve que c'est important aussi de parler à nos dirigeants pour expliquer qu'est-ce qui se passe aussi par rapport à nos communautés. C'est que tout l'aspect social des groupes de femmes, tout ce que ça représente pour renforcer nos communautés, pour solidifier le tissu social, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais ça me revient parce que quand on était sous Harper, on a passé d'un modèle de projet où on faisait beaucoup de choses justement pour renforcer nos communautés, pour sentir qu'on appartenait à une communauté. Mais quand avec Harper est arrivé, on avait des projets où on avait des actions plus individuelles. Donc, plutôt que de travailler à changer le système pour que les femmes soient comme justement salaire égal, travail égal, c'était plus des réflexions sur comment moi je peux devenir une meilleure entrepreneur, ce qui est bien en soi, mais c'est que c'était la façon des gouvernements de réfléchir et de nous imposer des choses. Alors c'est ça, ce serait très bien, suite à ce que vous dites, Linda, c'est à nous de réfléchir qu'est-ce qu'on veut par rapport à une réflexion plus sociale sur le travail qu'on fait dans nos organismes de femmes. Alors, je vais me permettre, sans subvention de base, on ne s'en sortira pas. Impossible. Il faut être clair, il faut être net, il faut être précise. Moi, je ne suis pas un organisme porte-parole. Je suis un organisme de programmes et services. On veut en faire une au même tour. Bon, je vais juste vous dire la liste. Le droit de la femme, le droit de la non-violence, le droit de la famille, la médiation, le droit du travail, le droit au respect, le leadership féminin. C'est ça qu'on demande à nos organismes porte-parole. On lui demande 1 million de choses pour aider la femme à se développer. On ne les finance pas. Quand on dit financement de base, là, ça veut dire que tu mets une direction générale en place, tu mets une secrétaire, la comptabilité, on peut peut-être jouer avec, mais ça prend quelqu'un qui va faire les projets. C'est inévitable. On ne peut pas demander à la direction générale de faire des projets, de gérer la comptabilité, de faire le secrétariat. Ça n'a aucun sens. Il faut avoir des subventions de base pour arrêter de chicaner les gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral. Moi, je n'ai pas d'adjointe parce que c'est des projets. Mais je peux-tu vous dire que je travaille? Puis je ne suis pas toute seule qui travaille dans le domaine féminin. Il y en a plein de nos collègues qui sont en direction générale, ils se défoncent. Vous savez, ce qui est intéressant dans ce qui est dit, c'est quand on compare les différentes périodes gouvernementales. Quand il y a eu le premier plan d'action, il y avait une véritable vision du développement social en matière de langues officielles, où c'était clair que on visait à travailler avec les groupes communautaires pour ancrer vraiment les langues officielles dans le projet canadien. C'était même dans le préambule du plan d'action.
quand est arrivé le gouvernement conservateur, il y a eu un virage économique et il fallait tout réorienter le développement des communautés vers l'économie et montrer sa valeur ajoutée. Et avec le nouveau plan d'action, on a essayé de faire des changements, on finance davantage les groupes, mais sur le plan de la réflexion, on pourrait faire un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'il y a une volonté dans le présent plan d'action de s'assurer que l'ensemble des communautés francophones vont bien, c'est-à-dire vont pouvoir faire du pari pour, mais la réflexion sur le pari pour n'a pas été beaucoup poussée. On ne sait pas encore trop quels sont les critères d'évaluation de ce pari pour. On veut développer les apprenants de français, mais il y a une chose qu'on oublie, c'est que depuis les années 90, on a commencé à réorienter les groupes vers les projets parce qu'on ne voulait pas qu'ils fassent de contestation et on ne voulait pas qu'ils fassent de revendication. Et donc, on aura beau repenser notre développement social, mais on a enlevé aux groupes leur fonction de critique sociale, leur fonction d'acteurs de changement. Là, on est des acteurs de l'innovation, hein, on est des acteurs de développement, mais des acteurs de changement, des gens avec de la vision, des préoccupations, des enjeux, oui, d'accord, mais toujours canalisés dans une autre optique qui n'est pas celle de permettre de développer la fonction critique du groupe. Parce qu'on a commencé à dire, ben là, on vous donne de l'argent, vous ne devriez pas nous critiquer. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous mentionnez concernant développer le sens critique ou permettre justement d'outiller les personnes de pouvoir critiquer comme il le faut ou dans le but, bien évidemment, d'améliorer notre société. Puis il y a justement une question à ce niveau-là de notre public qui nous demande, ou qui vous demande plutôt, selon vos expériences, à votre avis, c'est quoi la manière d'arriver pour que enfin le gouvernement soit en mesure de comprendre l'importance du financement de base? C'est quoi le canal de communication qu'on devrait adopter ou le mot magique à leur expliquer pour justement favoriser ce genre de financement-là de base? Je vais répondre. Travailler ensemble. Ils nous demandent, les gouvernements nous demandent de travailler ensemble, de travailler avec ceux, les anglophones, les francophones. Mais y aurait-il moyen qu'eux autres aussi travaillent ensemble? Patrimoine canadien, Femmes Égalité, Justice Canada, quand on parle des droits, est-ce qu'il y a des groupes de femmes qui reçoivent de l'argent de Justice Canada? Et je pourrais toutes nommer ceux du fédéral puis ceux de la province. Si nous vous demandez de travailler ensemble, alors vous autres aussi, ouvrez vos silos, là, puis parlez ensemble. Faisez de la femme la priorité dans chaque ministère. On est 55,2 % de la population et même plus. C'est le temps qui ouvre les portes. Oui, mais moi, j'avais vu dans notre recherche que les ministères en matière de langues officielles ne faisaient pas de l'intégration différenciée selon le sexe, ne faisaient pas de l'analyse différenciée selon le sexe. Et là où on fait de l'analyse différenciée selon le sexe, on ne le fait pas selon la langue. Et donc, on tombe dans les cracks constamment. Ensuite, l'importance du financement de base, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, la conception qu'on se fait des groupes. La conception qu'on se fait des groupes minoritaires, de leur rôle dans la société. Si on pense que les francophones, de toute façon, ce qu'on fait, c'est des coups d'épée dans l'eau parce que de toute façon, ils sont tous en train de disparaître, évidemment, le rapport qu'on va avoir avec les groupes comme gouvernement, ce ne sera pas très fort. Hein? Ce ne sera pas un rapport où on va vouloir les outiller. Si on pense que c'est important les langues officielles, c'est important les langues officielles, mais aussi et pas seulement les langues officielles parlées par les groupes porte-parole, mais dans une compréhension de toute la diversité de la communauté. Puis c'est important que ces gens-là puissent avoir un avenir dans notre pays. Mais là, peut-être que la conception des groupes peut se répercuter sur la façon dont on va imaginer le financement. Mais je reviens toujours avec cette idée, c'est comment est-ce que vous représentez les groupes et que ce soit les libéraux, les conservateurs, je trouve qu'on a une conception trop clientéliste des groupes. C'est pas une conception pleinement citoyenne. Parce qu'on traite les gens trop comme des électeurs potentiels de notre parti. On le voit dans la façon dont les premiers ministres ajustent toujours leur discours en fonction des sondages. Je pense que c'est le même type de traitement qu'on a à l'égard des groupes. Et donc, on ne regarde pas comme des citoyens d'abord et avant tout, on nous regarde comme des électeurs potentiels.
Et je pense que ça doit jouer. Mais j'aimerais ça, moi, en tout cas, on l'a vu en 2005, mais j'aimerais ça voir en 2020 comment ça se décline, tous ces enjeux. Mais il y a eu un changement important dans le rapport que les groupes ont avec les gouvernements et la façon dont les gouvernements perçoivent les groupes. Et je ne veux pas faire de nostalgie que c'était mieux avant. Non. Il y a toujours eu du clientélisme, il y a toujours eu traitement électoral des groupes, c'est clair. Mais c'est notre conception de leur place dans la société qui est importante. Si on accepte que ce sont des gens qui ne vont pas juste faire de l'innovation, mais qui labourent des sillons dans lesquels on veut s'insérer pour pouvoir garantir un avenir à d'autres, et qu'on veut qu'il y ait vraiment un effet structurant à notre action, peut-être qu'il faudrait changer cette approche. Merci. Marie, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus? J'allais juste dire aussi la difficulté, une des difficultés pour nous, Mona a fait un peu allusion à ça, c'est qu'il y a tellement de ministères, d'acteurs qui sont impliqués au fédéral, provincial, que c'est difficile de savoir aussi que le portrait réel de ce qui arrive dans nos communautés en fonction de ce qu'on demande aussi. Alors, qui demande quoi? Tout dernièrement, on a été refusé pour une demande et puis j'ai voulu savoir quel projet avait été accepté en Colombie-Britannique dans la francophonie et du côté non francophone. Et c'est presque impossible d'avoir cette information-là. Alors, il y a ça aussi. On n'a pas... Maintenant, on a le document, un portrait des besoins des femmes francophones et acadiennes. Ça, je trouve ça vraiment... ça va être un outil pour nous, là, vraiment, pour approcher les bailleurs de fonds, pour réfléchir aussi à ce qu'on veut, nous, comme... faire comme demande, mais en même temps, on n'a pas d'idée non plus de ce qui est donné en subvention dans nos communautés. Mais vous savez, le problème avec les gouvernements, vous voulez qu'ils travaillent ensemble, mais ils travaillent tous en silo. Oui. C'est-à-dire, on a déjà eu des expressions du genre de la gouvernance collaborative, de la gouvernance horizontale. Nous, on la pratique. Et c'est comme ça qu'on va chercher des financements pour qu'il y ait des financements qui ne soient pas seulement ponctuels, qu'on puisse travailler avec d'autres groupes pour avoir un effet dans le temps et tout. Et nous, on essaie de travailler de façon collaborative parce qu'on sait, comme je disais tout à l'heure, que ça amplifie notre portée, puis ça nous permet de partager des ressources, partager des idées. Mais du côté gouvernemental, on a des gouvernements qui sont très verticaux, très peu horizontaux et qui travaillent en silo. Très difficile de les faire travailler ensemble. Très difficile. Alors, on voit comment c'est peut-être difficile les relations fédérales-provinciales, mais les relations interministérielles, c'est peut-être tout autant un panier de crâne que les relations fédérales-provinciales. De mettre ensemble des ministères pour qu'ils se parlent, ça devrait, parce qu'il y a des enjeux qui sont transversaux. Comme les femmes, c'est un enjeu qui est transversal à l'ensemble des ministères. Mais bon, on leur donne un outil, une lentille, faites de la CS un peu partout, mais on ne sait pas s'il y a vraiment une intégration. Et quand on est un milieu minoritaire, qu'on fonctionne avec des petits nombres, des petites ressources, puis qu'il faut toujours travailler, comme le dit Mona, eh bien là, ça veut dire que nous, là, il faut courir à toutes les portes. Puis là, ben là, on est allé à la mauvaise porte, on va vous envoyer à une autre porte. Et c'est ce qu'on appelle le run-around. Hein? Et ça finit plus. Et ça consomme énormément de ressources. Et pendant ce temps-là, vous ne réussissez pas à faire le développement que vous voulez faire. Si je peux rajouter par rapport au partenariat, c'est qu'on sait le travail que ça représente. Des fois, juste pour un 30 000 $, on aboutit avec 3 partenaires, 3 organismes partenaires. Et puis là, on travaille encore plus fort parce qu'un partenariat, ça prend du temps, de l'énergie, des rencontres et tout ça. Alors, si on avait eu ce petit 30 000 $-là tout seul, on aurait peut-être eu plus d'impact dans notre communauté que de tout le travail qui se fait autour du partenariat puis comment on va travailler ensemble. Alors, il y a définitivement le partenariat, c'est très important, il n'y a pas de doute, mais je pense qu'il y a cette méconnaissance par rapport aux fonctionnaires ou bien en tout cas de la façon dont c'est monté ces demandes-là, où est-ce qu'on s'attend à ce qu'on fasse tellement de partenariats qu'à un moment donné, bien, le projet en souffre. Je pense qu'une des raisons aussi qui nuit au programme de femmes, c'est qu'il se fie beaucoup sur le bénévolat. C'est une des choses qui nous a nuit énormément. Moi, dans mon organisme, j'ai le conseil d'administration qui est bénévole, le reste, c'est tous des employés. On demande au groupe porte-parole d'avoir des bénévoles, de faire des bénévoles. Mais souvent, les bénévoles restent, ils s'épuisent.
ils vont dans le sud, là, on ne pourra pas y aller cette année, mais souvent, tu changes souvent de bénévole. Alors, si tu veux créer une habitude aux gens, si tu changes toujours de bénévole, tu changes toujours de monde, tu n'amènes pas l'habitude, tu n'amènes pas aussi la réputation, tu n'amènes pas aussi la stabilité dans l'organisme. Tu sais, comme... Donc, si je me permets de résumer un petit peu, vous avez parlé de l'impact de ce genre de financement-là qui ne permet pas d'avoir des projets qui sont plus structurants. La demande de toujours que ce soit les organismes de femmes qui doivent innover, l'impact que ça a au niveau de la relève également, puis des suppléments du personnel et des personnes qui sont impliquées. Pour une dernière question, à votre avis, quel apprentissage vous en tirez justement de ce genre de financement, de ce mode de financement pour les organismes de femmes francophones? Est-ce qu'il y aurait des apprentissages à en tirer pour les années à venir ou s'il y a une vision d'avenir de comment vous voudrez également voir un modèle de financement adéquat, ça serait quel type de modèle également que vous voudriez voir pour nos organisations de femmes francophones à Québec? Je répète, la subvention de base, tu n'as pas le choix. Moi, je lève mon chapeau à nos collègues qui sont porte-parole. C'est pas évident. Quand tu parles des droits, c'est de longue haleine. Tu ne fais pas ça du jour au lendemain. Éduquer les populations, tu ne fais pas ça du jour au lendemain. Pour Pluriel, c'est facile, c'est des projets. Mais pour nos organismes de femmes qui sont porte-parole, c'est pas évident parce que tu deals avec les provinces, tu deals avec le fédéral, tu deals avec les clients, tu deals avec les communautés. Chapeau. Mais c'est le temps qu'on donne une subvention de base, puis qu'on les laisse respirer un peu, puis qu'on arrête de demander les résultats parce que dans certains domaines, les résultats, c'est très difficile à avoir. Alors, qu'on lui donne l'opportunité, qu'on lui donne l'argent, qu'on lui donne le personnel qui soit capable de desservir nos communautés. Les miettes de pain, c'est assez. Comme on dit, c'est assez. Comme Marie a dit, 30 000 pour 3 organismes, c'est rire du monde. Alors, qu'on les finance comme il faut, qu'on lui donne l'opportunité de faire le travail, puis c'est tout le monde qui va être gagnant. Autant les hommes que les femmes, autant les familles, etc. Tout à fait d'accord. Et puis moi, je reviens à l'idée aussi des ressources humaines, c'est que ça donne une stabilité, c'est que ça permet aux organismes de continuer à croître et puis à mieux desservir la communauté, à mieux rassembler les femmes, à mieux rencontrer leurs propres objectifs et puis d'être plus intégrés dans ce qui se passe. Alors, le projet, c'est que ça brise cette énergie, ça brise ces relations-là dans la communauté et puis les gens vont aller travailler ailleurs aussi, tandis que si on peut avoir plus de stabilité, c'est bon pour les ressources humaines, c'est bon pour l'organisme, c'est bon pour tout le monde. Merci. Moi, je dirais qu'il y a 3 points que je retiens, ou 3 enseignements. D'un, il y a un grand écart entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire, sur papier, c'est intéressant, les projets. C'est très motivant. Ah, c'est super, on va faire un super projet. Puis moi, je sais, quand je rencontre soit Sukena ou d'autres personnes qui sont dans des groupes, c'est ce dont on parle. Ah, là, je suis dans un projet. Ah, là, je suis en train de préparer un projet. C'est toujours projet, projet, projet. Mais c'est intéressant en théorie, mais en pratique, c'est très énergivore. Deuxième leçon que je tire, c'est, comme je disais tout à l'heure, en termes de développement social, c'est intéressant de voir tous ces architectes du développement social incarnés par des groupes comme les groupes de femmes, mais c'est un développement qui est pensé pour la majorité. C'est pas nécessairement, puis même encore du point de vue majoritaire, mais c'est pas nécessairement un développement qui est pensé pour les gens qui travaillent en milieu minoritaire à assurer un dynamisme et une pérennité à leur communauté. Et troisièmement, je pense que tout ce dont vous parlez, c'est peut-être connu des gouvernements, mais c'est un angle mort parce que on a l'impression que depuis les années 90, il y a un virage qui a été fait en matière de développement des milieux et on est peut-être dû en ce moment pour un autre virage et que des questions comme vous apportez, notamment dans votre rapport, devraient faire l'objet d'une réflexion plus sérieuse dans les officines gouvernementales. Merci beaucoup. Alors, moi, je m'attends, là, dans un avenir très rapproché, j'ai le droit de rêver, que patrimoine et Femmes Égalité se parlent, puis qu'au lieu, il y a une subvention de base juste de patrimoine, que Femmes Égalité sort les coffres aussi. S'il y en a d'autres, qu'ils sortent les coffres. Comme, c'est pas normal qu'on a juste une place qu'on peut avoir une subvention de base, puis des fois, ils vont dire, mais c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est moi, c'est pas moi, c'est lui. Tu passes ton temps au téléphone pour essayer de trouver qui va te financer. Alors, parlez-vous, mes chers bailleurs de fonds, puis arrivez à des résultats pour que les femmes soient desservies comme elles le méritent.
en espérant que les personnes responsables pourront écouter cela. Un grand merci pour votre participation, mesdames. Honnêtement, merci pour vos paroles, vos réponses transparentes et vos partages d'expérience. Je rappelle avec nous, on avait Linda Cardinal, qui est professeure émérite de l'Université d'Ottawa et directrice régionale Amérique pour l'Agence universitaire de la francophonie. Merci encore d'être avec nous. Marie Dussault, qui est présidente de l'organisme informel Colombie-Britannique, et Mona Odette, qui est directrice générale de Pluriel au Manitoba. Encore un grand merci. Aujourd'hui marque la fin de notre série de panels de discussion que nous avons fait cette semaine, je veux dire, suite au lancement de notre rapport d'enquête pan-canadienne sur les priorités des femmes francophones et acadiennes, que je signale pour ceux qui veulent le visiter, ils peuvent aller sur notre site web au www.affc.ca. Si vous avez manqué des panels de discussion, ils seront toujours sur notre page Facebook, donc vous pouvez le voir et le revoir à votre guise. Encore un grand merci pour votre participation, puis à bientôt.